Je crois que vous le savez, on est dans un contexte de difficultés budgétaires sans précédent pour de nombreux établissements. Et il peut y avoir un glissement entre les idées reçues, les perceptions et puis la réalité financière, la réalité budgétaire pour les établissements. Et il est à tout le moins parfois assez difficile de s'y retrouver. Et ces perceptions, je veux bien le concéder devant vous, même au sein d'une administration comme la nôtre, parfois. Voilà, on a des débats d'idées, des débats de perception sur avantages et inconvénients d'un point de vue budgétaire de la chirurgie ambulatoire. Alors, pour clarifier ces enjeux, en tout cas pour tenter de les clarifier et déconstruire certaines représentations, on va vous proposer un quiz interactif autour de deux propositions assez simples. Alors, info ou intox. Le but, c'est d'aiguiser notre regard sur les aspects économiques de la chirurgie ambulatoire. Donc, pour participer, je vois qu'il y en a qui sont déjà munis de leur smartphone. Donc, j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Vous scannez le petit QR code qui s'affiche à l'écran. Il est grand, hein. Il est gros, ouais, en fait, ça devrait aller. Et ça va être animé par les collègues de la NAP. Je veux rassurer tout le monde, parce que vous allez être invité à... Pardon, oui, je me pousse parce que ça ne doit pas être pratique pour certains. Vous allez être invité à mettre un nom ou un pseudo, etc. Il n'y a pas de classement. Voilà. Donc, vous pouvez répondre vite, vous rater, etc. C'est pas grave. On ne dénoncera personne. Donc, lâchez-vous et surtout, essayons ensemble, en effet, d'avoir une meilleure compréhension de ces enjeux au travers du quiz qui a été élaboré. Ah, ouais, pardon, excusez-moi. Donc, et pour l'animer, pardonnez-moi, c'est Madame Vargas de la NAP et Gilles Bontemps qui vont me rejoindre sur scène et animer ce petit quiz. Il y a beaucoup de sujets qu'on a déjà abordés. Donc, on m'entend pas? Bon, j'étais peut-être pas assez près. Beaucoup de sujets qu'on a déjà abordés. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse voilà, rebalayer un peu un certain nombre de sujets ensemble lors de ce temps d'échange. Donc, sur la première question, finalement, les séjours. Donc, il y aura trois parties. Il y a une partie vraiment un petit peu économique, une partie vivre et une partie sur les parcours. Donc, sur les séjours réalisés dans un parcours de chirurgie ambulatoire, sont moins rémunérés que ceux réalisés en hospitalisation conventionnelle. Alors, du coup, on va peut-être pouvoir passer aux résultats. Ça tourne encore? Ah, bon. Donc, effectivement, je laisse la parole. Alors, 80% ont répondu non et 18% ont répondu oui. Alors, on peut afficher la réponse. Elle est en dessous, parfait. Donc, effectivement, c'était non, car dans 97% des cas, c'est exactement le même tarif. Alors, dans 86% des cas, c'est les mêmes tarifs, que ce soit en ambulatoire qui est identifié comme J, niveau J, et le niveau 1 de l'hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire sans comorbidité. Dans 11% des cas, c'est le même tarif du fait de la suppression de ce qu'on appelle les bornes basses. Ça correspond au niveau 2 et au niveau 3 de sévérité. Et donc, effectivement, seulement dans 3% des cas, les tarifs sont différents. C'est les 200 000 interventions chirurgicales par an. Je vous rappelle que j'ai évoqué ça ce matin sur les 8 millions d'interventions chirurgicales qui sont des niveaux de sévérité 4. Alors, la question suivante. Donc je vais continuer à la lire. Alors, si je réalise une intervention avec un robot chirurgical, l'acte sera moins rémunéré en chirurgie ambulatoire qu'en chirurgie conventionnelle. Déstabilisé, donc on va avoir les réponses. Alors, il y a non dans 92% des cas et 2% oui. Donc effectivement, c'était non, puisqu'en fait, vous savez, dans tous les cas, les actes sont rémunérés de la manière identique, c'est-à-dire que ce soit un séjour ambulatoire, que ce soit un séjour conventionnel, que ce soit une célioscopie ou que ce soit effectivement une intervention robotique, c'est exactement
le même tarif. Donc, bravo pour la réponse avec 92% de non. Alors, question suivante. Donc, qui porte sur le développement de l'unité de chirurgie ambulatoire, demande de créer des effectifs infirmiers et aides-soignants. Est-ce que le développement de l'unité de chirurgie ambulatoire demande de créer... Ça se stabilise. Alors, ah oui, moitié-moitié. Bon, alors, on vous avoue hein, qu'on a eu des grandes discussions des fois dans les oui-non pour la préparation de cette, de cette table ronde. Et il faut bien lire, voilà, quand on a bien retravaillé aussi les questions. Donc non, effectivement, hein, ce n'est pas obligatoire dans un premier temps. On rappelle que les unités de chirurgie ambulatoire, par construction, ont besoin de moins de ressources humaines, eu égard à la fermeture, bien sûr, la nuit et le week-end. Hein. Si on regarde, si on n'a pas d'effectif de nuit, ben, c'est environ 3 infirmiers et 3 aides-soignants en moins. Et pareil, sur un week-end, on a un peu moins d'un ETP, on va dire, infirmiers et aides-soignants. Ceci étant dit, ce qu'on encourage, c'est qu'effectivement, hein, de pouvoir mener une analyse et une composition des effectifs qui puissent être réalisés et en lien avec aussi les moments, les temps forts. Comme on l'a vu au décours de la journée, peut-être qu'on aura une activité le matin plus importante parce qu'on va avoir l'accueil plus le retour dans la matinée du post-op, alors que l'après-midi, on n'aura plus forcément d'accueil, mais on n'aura que les retours post-op. Bien regarder les missions qui sont données aux infirmiers et aux aides-soignants. De quelle mission, de quelle tâche on a besoin et à quel moment. Donc à chaque fois réinterroger, ça c'est du bon sens et de la bonne pratique, on va dire, d'organisation des équipes. Mais de la même façon, il faut se la poser. Se poser aussi la place du digital, on en a parlé hein, tout à l'heure, dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, on a encore des temps pleins complets d'infirmiers qui passent des appels pour les appels de la veille et du lendemain. On trouve que ça peut être du temps un petit peu perdu qu'on pourrait valoriser différemment en ciblant sur des tâches à meilleure valeur ajoutée ou en identifiant plus rapidement et passant peut-être plus rapidement du temps avec les personnes qui en auraient besoin. Donc, toujours à réinterroger, hein, c'est encore une fois du bon sens, mais n'oubliez pas aussi dans la réflexion d'envisager la digitalisation. Et puis après, bien sûr, hein, en fonction de votre montée en charge et ce qu'on espère dès demain en termes de chirurgie ambulatoire, de pouvoir redéployer les moyens. Bien penser, on a parlé des nouvelles missions, à voir aussi comment vous les déclinez dans vos établissements. On a parlé de la mission de régulation pour qu'il y ait un effet miroir entre la régulation du bloc et la régulation de l'UCA. Donc, est-ce qu'il faut un temps défini ou une personne dédiée? Donc ça à évaluer. Et puis aussi, éventuellement, les infirmiers de parcours qui ont été évoqués ce matin. C'est un point aussi très important pour la réussite d'un passage en ambulatoire et même dans des réflexions sur l'optimisation des parcours chirurgicaux. Donc, pas forcément effectivement d'effectifs en plus, mais peut-être une redistribution et une réflexion profonde sur l'organisation des équipes. Et puis par ailleurs, dernier point, j'étais peut-être un peu longue, en chirurgie conventionnelle, de plus en plus, et ça c'est Visuchir qui nous le dit sur l'évolution de ces 4 dernières années, les patients ont de moins en moins de comorbidités et ont des durées de séjour de plus en plus courtes. Donc ça c'est aussi un point à envisager quand on a une vision globale finalement sur les effectifs sur un pôle entre chirurgie conventionnelle et unité de chirurgie ambulatoire. On passe à la question suivante. Alors, on retourne sur le volet vraiment économique. La chirurgie ambulatoire génère moins de recettes concernant les soins que la chirurgie conventionnelle. Vous avez vu, on n'a pas fait de tabou, hein. On est courageux aujourd'hui. On s'est posé toutes les questions. Alors, est-ce qu'elle génère moins de recettes? Donc, ça charge, 9, 8 réponses. Allez,
Non, effectivement. Alors, on va faire rapide. Les recettes, effectivement, liées aux soins sont identiques. On a vu que les actes, etc., avec tous les tarifs, pardon, c'est ce qui a été défini. Après, ce qu'on entend beaucoup, ça va être sur les recettes un petit peu annexes, c'est-à-dire les chambres particulières, les forfaits de télé. Effectivement, hein, théoriquement, ces recettes annexes sont plus importantes en hospitalisation conventionnelle. Mais la différence peut être aussi compensée par les recettes liées aux soins. On fait un rapide calcul, hein, un patient dans un lit pendant 3 jours versus en unité de chirurgie ambulatoire où vous pouvez faire passer 1 ou 2 patients sur une place, voire 3 patients sur une place. Donc en termes de recettes, si on regarde au sens large, il y a les tarifs qui compensent les recettes hospitalières qu'on perd. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un taux de rotation quand même assez important. Nous, quand on visite les établissements aujourd'hui au niveau de l'agence, bah souvent, on a un taux de rotation à 0,8, donc on n'a pas de rotation, ou à 1. Donc, à ce moment-là, enfin, pour que ce soit effectivement cet équilibre qui arrive entre les recettes soins et les recettes dites effectivement d'hébergement, il faut quand même avoir cet enjeu et ce regard-là d'améliorer la rotation sur les places de chirurgie ambulatoire. Et il faut avoir une vision aussi globale sur le coût de production. On a vu précédemment dans la question, effectivement, il y a moins de ressources humaines nécessaires en unité de chirurgie ambulatoire. Donc pareil, il faut avoir une vision aussi en termes de charges. On a moins de charges en chirurgie ambulatoire. Donc le prisme de dire la chirurgie ambulatoire rapporte moins que la chirurgie conventionnelle, il faut avoir une vision globale de le rapport recette-coût. Donc, juste un dernier point, puis il y a une question. Sur le développement, effectivement, de l'ambulatoire, en tous les cas, elle doit reposer sur l'optimisation des parcours. En fait, une réflexion sur les parcours chirurgicaux, c'est quand même la clé. Et on peut aussi, dernier élément de réflexion, en tous les cas, se dire qu'effectivement, il y a un point sur le taux de réhospitalisation, comme on l'a vu, qui est 2,7 fois moins en hospitalisation, en passage hospitalisation ambulatoire versus hospitalisation conventionnelle. Donc, si on rajoute tous ces éléments, voilà, c'est pour ça qu'on engage vraiment les établissements à avoir une vision globale de cet équilibre recette-coût. Un peu sur ma marotte de rack, mais on peut très bien avoir des services de chirurgie conventionnelle efficaces avec des IPDMS à 0,7 comme on l'a chez nous en chirurgie programmée, avec une filière de coordination rack efficace. Et donc, ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà. Par ailleurs, je ne suis pas d'accord pour qu'on compare des taux de réadmission d'ambulatoire et de conventionnel, alors que ce n'est pas du tout les mêmes patients. Pour moi, c'est fake news, mais voilà. Merci. Alors, sur la première partie, c'est pas forcément contradictoire de dire qu'effectivement, la chirurgie, on peut avoir un très bon IPDMS et aussi un très bon taux de rotation en chirurgie ambulatoire. Hein. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'était pour avoir une réflexion globale sur la partie recette, peut-être que sur la partie. Je voudrais quand même compléter, parce que c'est quelque chose, c'est effectivement une fake news de penser que les recettes sont moindres en ambulatoire, ou tout du moins que ça coûte plus cher en ambulatoire qu'en hospitalisation complète. Vos tarifs sont les mêmes, on est d'accord. Les recettes en hospitalisation complète ou en ambulatoire sont les mêmes. Par contre, ce qui est important, c'est les coûts de production. Le coût de production en ambulatoire, bien entendu, il est beaucoup plus bas que le coût de production en hospitalisation complète. Comme Corinne l'a dit, si vous mettez 3 patients dans une place pendant une journée en chirurgie ambulatoire versus un patient pendant 3 jours en hospitalisation complète. Donc, ça veut dire que votre différentiel entre les recettes et les coûts de production, il est toujours plus important en chirurgie ambulatoire qu'en hospitalisation complète. Donc, il ne faut pas raisonner en termes d'allocation de budget ou en termes de recettes, il faut raisonner en termes effectivement de différentiel. Le seul problématique, c'est que souvent dans les établissements, il n'y a pas de comptabilité analytique. Donc, on ne sait pas combien coûte, par exemple, une cataracte. La cataracte, combien elle me coûte dans mon établissement, parce qu'il n'y a pas de comptabilité analytique qui est effectivement été mise en place. Donc, du coup, on ne connaît pas les coûts de production et on ne raisonne qu'effectivement qu'en termes j'allais dire, de fake news, parce que c'est vraiment une contre-vérité de penser que l'ambulatoire régénère moins effectivement de recettes
qu'en hospitalisation complète. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Les coûts de production en ambulatoire sont toujours plus importants, toujours moins importants, pardon, par rapport à l'hospitalisation complète. Il y avait une question au deuxième rang. J'ai une question, mais je ne sais pas si vous pourrez y répondre parce que je me la pose depuis un moment en fait. J'ai participé à un congrès international il y a 2 ans où il y avait des Allemands. Enfin, il y avait un de mes collègues français qui avait fait une présentation sur une prise en charge ambulatoire. Et la question de nos collègues allemands, c'est comment vous financez ces patients en ambulatoire? Et tout le monde, enfin, tous les chirurgiens français, on s'est regardé en disant de quoi ils parlent, parce que ça coûte moins cher l'ambulatoire, forcément. Et a priori, en Allemagne, en fait, ça coûte moins cher de faire un patient en HC qu'en ambu. Et je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question ou pas. Alors, en fait, j'ai un début de réponse, c'est qu'en fait, le système allemand est complètement différent du système français, puisqu'en fait, la chirurgie ambulatoire avait été interdite dans les établissements de santé. Donc, il était interdit de faire de la chirurgie ambulatoire dans les établissements de santé. Donc, en fait, ce sont des cabinets, ce qu'on appelle l'office-based surgery, c'est des cabinets qui ont développé la chirurgie ambulatoire en Allemagne. Donc, on est sur un système qui est effectivement complètement différent et qui n'est pas comparable entre la France et l'Allemagne du fait de, effectivement, cette question d'histoire. On n'a pas les mêmes systèmes de santé aussi. Le système de santé allemand, c'est un système qui est basé sur les assurances sociales. C'est le système bismarckien. Donc, ça veut dire que quelque part, les établissements discutent avec effectivement les assureurs et fixent leurs tarifs. On a un système qui est complètement différent, qui est à la fois régionalisé et à la fois il y a une discussion. L'État n'intervient pas par rapport à la fixation des tarifs. Donc, c'est vrai que les systèmes sont peu comparables, à la fois du fait des systèmes assurantiels qui sont différents, et puis de l'histoire de la chirurgie ambulatoire qui est complètement différente entre l'Allemagne et la France. Alors, on va faire la question suivante. Le calcul du potentiel ambulatoire est-il basé sur la prise en compte des comorbidités des patients, oui ou non? Alors, encore 10 secondes, et puis on va passer à encore un peu. Allez, on passe. Alors, le potentiel est-il basé sur donc oui à 72% et non à 27%? Alors, bien entendu, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'on a calculé dans Visushir effectivement le potentiel en prenant en compte à la fois les comorbidités et les conditions psychosocio-environnementales, puisqu'en fait, on a calculé à partir de ce qui est constaté en France, puisqu'on prend les 20% d'établissements français qui sont pour chacun des actes, hein, donc on fait acte par acte, on prend les 20% d'établissements les plus performants sur l'ambulatoire, donc forcément, on prend en compte les comorbidités des patients et les conditions psychosociales dans le calcul de ce référentiel. Et donc, on applique ensuite ce référentiel à votre établissement. Alors, vous avez aussi la possibilité, si vous avez une patientèle qui est effectivement très différente de ces 20% d'établissements les plus performants, Visushir vous donne aussi le niveau de sévérité pour chaque acte dans vos établissements. Donc, vous pouvez très bien faire un abattement si effectivement votre établissement a des patients très différents des 20% d'établissements les plus performants en France sur cet acte-là. Vous avez la capacité, si vous avez effectivement des patients qui sont ASA3 instables et ASA4 en nombre plus important, vous avez toujours la possibilité, en connaissant ce nombre, de faire des abattements pour, j'allais dire, cibler votre potentiel d'une manière un peu plus fine. Donc, Visushir vous donne l'ensemble des informations vous permettant effectivement de calculer le potentiel au plus près de la réalité, de votre réalité. Alors, la question suivante. Alors, un taux de chirurgie ambulatoire élevé signifie-t-il toujours une organisation ambulatoire performante?
Est-ce que j'ai un taux d'ambulatoire de chirurgie élevé? Je vais dire que mon organisation est performante. Ça discute. Ça monte encore un petit peu. Je pense que là, on a... Alors non, effectivement, bravo. Donc effectivement, un taux de chirurgie ambulatoire élevé ne signifie pas qu'on a une organisation ambulatoire performante, puisqu'il faut mettre au regard, comme on l'a vu ce matin, du volume et aussi le case mix. Donc ce qu'on va regarder comme indicateur pour voir si j'ai une organisation performante dans mon unité de chirurgie ambulatoire, c'est lequel? Gilles m'a soufflé la réponse, effectivement. C'est l'IPCA. Regardez effectivement cette IPCA. Ayez bien en tête quand même la médiane qui a été affichée, parce que c'est bien de se comparer, mais il faut savoir aussi par rapport à quoi. Souvenez-vous, elle était à combien? 25,7 la médiane de l'IPCA? Autour de 25 la médiane d'IPCA, parce que voilà, régulièrement, pareil, on utilise cet outil et on se dit, c'est pas terrible, mais c'est quand même, il faut se comparer à cette médiane de 25. Donc, c'est cet indicateur qui permet de voir si finalement l'organisation de votre unité de chirurgie ambulatoire est performante, parce que ça comprend, vous savez, le volume de pratique, le case mix et également l'innovation. C'est ce qui a été présenté ce matin. Et je veux bien, Jules, que tu complètes sur le point sur la comparaison des actes. Oui, alors comme on est au niveau effectivement des actes CCM, la question elle est quand même sensiblement différente, puisque si vous avez un taux de chirurgie ambulatoire sur un acte bien précis élevé, bien entendu que ça correspond à une organisation performante. Donc il faut bien différencier la vision d'établissement avec la vision d'acte CCM. Alors, effectivement, dès lors qu'il y a un... Alors, si vous êtes à 100%, alors je vais aux extrêmes, si vous êtes par exemple à 80% de prothèse totale de genou en ambulatoire, mais si vous en faites 4 par an en prothèse de genou, donc effectivement 80% de 4, ce n'est pas très performant, on est bien d'accord. Donc dès lors que vous avez quand même un volume suffisant, on peut considérer que si on est au niveau du taux de chirurgie ambulatoire, au niveau de l'acte, là, ça renvoie effectivement vers la performance. Ce compliment. Les centres hospitaliers universitaires doivent-ils aussi atteindre cette moyenne de 80% de chirurgie ambulatoire? Oui, non. Alors, les CHU. Quelques dernières secondes pour les retardataires. On y va. Ah, ça a discuté là. Effectivement, 44% de oui, 55% de non. Alors, effectivement, la réponse est non. Quand on regarde grâce à Visurché, en tous les cas en 2023, peut-être qu'en 2024, tout aura changé. Dans l'atteinte, effectivement, si effectivement les actes éligibles à l'ambulatoire sont pris en charge en ambulatoire, au niveau des CHU, on pourrait atteindre un taux de 62,2%. 66, pardon. Oui, 66, merci. 66,2%. Donc, encore une fois, ce 80% au niveau national, il doit être retravaillé effectivement en fonction de votre propre établissement. On a vu qu'il est différent d'une région à l'autre, il est différent d'une spécialité à l'autre. On ne va pas aller chercher le même taux en ophtalmo qu'en digestif. Et il est différent aussi de fait, du coup, en fonction des types, des statuts juridiques des structures. Les CHU, 66,2%, et on serait en moyenne au niveau national. Alors, la diapositive suivante. Alors, maintenant, on va être sur des éléments de parcours. En chirurgie ambulatoire, le taux de réhospitalisation est plus élevé, oui ou non?
Encore 15 secondes. Non, s'il y a encore une ou deux. Alors, on peut y aller. Alors, il y a vrai dans 1% des cas et faux dans 98% des cas. Bon, c'est bien, au moins il y a un message qui est passé ce matin. Et effectivement, le taux de réhospitalisation est 2,7 fois moins élevé en ambulatoire qu'en hospitalisation complète. C'est important parce qu'on a constaté ce différentiel de taux sur 4 années successives depuis 2021 depuis 2020 pardon, jusqu'à 2023. Et on a un différentiel extrêmement important. Donc ça veut dire que c'est important parce que ça n'avait jamais été effectivement démontré en France. Il y avait des publications à l'étranger, notamment les indicateurs australiens qui allaient dans le même sens. Il y a eu de nombreuses publications scientifiques qui l'ont démontré, mais on ne l'a jamais démontré à un niveau aussi important, puisqu'on est quand même sur 34 millions d'actes, c'est-à-dire ce différentiel est sur 34 millions d'actes. Donc on est vraiment sur un score, j'allais dire, statistiquement très pertinent par rapport à ces différents éléments. Donc le message, il est bien compris, c'est-à-dire allez vous faire opérer en ambulatoire, vous aurez moins de complications post-opératoires. Alors la question suivante. Alors, la RAC, réhabilitation améliorée en chirurgie, et la chirurgie ambulatoire sont deux sujets différents. Oui, non. Un sujet qu'on a déjà un peu abordé ce matin et en début d'après-midi. Oui, effectivement, bravo. À 70%, 29% de non, effectivement. Comme on l'a dit, la récupération améliorée après chirurgie, enfin à la chirurgie, puisqu'il n'y a plus le après, change les pratiques professionnelles. À la différence, effectivement, de la chirurgie ambulatoire, on va être là plus sur des enjeux sur les pratiques organisationnelles. La RAC est encadrée par des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par des sociétés savantes et s'applique tant en conventionnel qu'en ambulatoire. Donc, toujours, on s'est basé vraiment sur ces bonnes pratiques. Néanmoins, le développement de la RAC et de la chirurgie ambulatoire est convergent puisqu'il permet de mener des réflexions sur l'optimisation globale des parcours chirurgicaux. C'est ce qu'on se disait, c'est une réflexion continue sur les parcours. D'un côté, on travaille vraiment sur les pratiques professionnelles et de l'autre, on travaille vraiment finement les organisations. Alors la fameuse question sur les endoscopies qu'on a vues et revues. Alors, les endoscopies sous-âgées, on a précisé quand même sous-âgées, doivent-elles passer par l'UCA? On va voir si vous avez écouté. Alors non, il y a encore 7% de résistance, c'est bien. Alors non à 92% des cas, donc je rappelle, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les endoscopies sont considérées comme de la médecine interventionnelle, elles doivent être donc situées dans des places d'hôpitaux de jour, des places de médecine, et non pas dans des unités de chirurgie ambulatoire. Et puis surtout, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ce sont des gros flux, et ces gros flux, effectivement, colonisant les unités de chirurgie ambulatoire, empêchent la vraie chirurgie ambulatoire, effectivement, de se développer. Mais comme je l'avais évoqué aussi ce matin, elles peuvent bénéficier, cet après-midi, elles peuvent bénéficier finalement d'une organisation qui est proche à l'ambulatoire avec des unités dédiées sur les endoscopies, avec un circuit qui est effectivement spécifique et dédié à ces endoscopies. Et j'ai remis le rapport du Haut Conseil en santé publique qui dit que la prise en charge interventionnelle non chirurgicale, souvent ambulatoire, ainsi que les endoscopies diagnostiques et thérapeutiques, peuvent bénéficier d'un niveau d'organisation et de personnel équivalent à ceux dont dispose une unité de chirurgie ambulatoire dès lors qu'elles sont séparées et autonomisées de la chirurgie ambulatoire. Donc, vous voyez, le Haut Conseil en santé publique
a émis une recommandation sur ce sujet-là. Donc, effectivement, il devrait plus y avoir de débat, mais je sais que c'est souvent une problématique dans vos organisations. Alors, question suivante. Passer sur les critères d'éligibilité, certains également on avait déjà vu. Les patients à plus d'une heure de leur structure sont éligibles à la chirurgie ambulatoire, oui, non. Oui, effectivement, hein, pour les patients à plus d'une heure. Alors, vous voyez ce qu'on fait, nous, à la NAP? C'est pas nous qui dictons les règles. Alors, on va voir nos partenaires, on regarde la SFAR. Et c'est vrai que c'est souvent quand même des ressources qu'on vous encourage à aller consulter régulièrement. Donc, à chaque fois, il y a 4-5 questions sur la partie, sur l'éligibilité. Et donc, on se réfère à ces recommandations de la SFAR. Donc, on vous engage, hein, quand vous avez des discussions à mener auprès des praticiens, de préparer à la fois en regardant Viduchir, comme on l'a vu, mais aussi les recommandations de l'ASFAR. Donc, celle-ci indique, donc recommandation de 2009, qu'il est recommandé de s'informer auprès du patient que le lieu de résidence post-opératoire soit compatible avec la prise en charge ambulatoire. La durée du transport et la distance d'éloignement de la structure ne sont pas des facteurs d'exclusion. Donc, on a des choses comme ça. Hein, c'est pour ça qu'on l'avait aussi intitulé Info Intox, cette partie-là, parce que c'est des messages qui sont parfois résistants sur la fameuse 1 heure d'éloignement, effectivement, qui était un critère d'inéligibilité à la chirurgie ambulatoire. Autre question sur l'éligibilité. Les patients porteurs de handicap mental sont-ils éligibles à la chirurgie ambulatoire? Oui, non. Donc effectivement, oui, à 100%, parfait. Vous l'aurez aussi, du coup, ces recommandations de la SFAR, hein, toujours de 2009, qui indique qu'il est recommandé d'assurer les conditions de la compréhension et de l'acceptation des modalités de prise en charge par le patient. Il y a un sujet aussi, un élément de réponse sur les patients non francophones qui peuvent aussi vous aider. Et les patients atteints du trouble du jugement sont accompagnés d'un tiers pouvant garantir le bon respect des recommandations, jeûne, gestion et observance des traitements, continuité des soins. Voilà, s'il y a ces questions-là. Alors après, il est vrai que dans l'unité de chirurgie ambulatoire, ce qu'on conseille, c'est que si c'est que des box ouverts, d'avoir quand même des espaces un petit peu fermés qui permettent, qu'ils ne soient pas avec tout le flux ou toute l'agitation qu'il peut y avoir dans une unité de chirurgie ambulatoire. Ça, c'est ce qu'on demande, qu'il y ait un espace un petit peu dédié au sein de l'UCA, mais bien sûr, éligible à l'ambulatoire. Troisième question sur l'éligibilité. Les patients âgés sont éligibles à la chirurgie ambulatoire? Oui, non. Alors, donc effectivement, oui, 100%, c'est plus un sujet, super. Que nous dit la recommandation? Que la prise en charge en hospitalisation ambulatoire est particulièrement adaptée aux patients, qu'un éloignement du cadre de vie habituel perturbe. Donc au contraire, c'est plutôt indiqué de passer en chirurgie ambulatoire. Petite donnée complémentaire, en 2023, d'après les données Viduchir, près de 400 000 actes pour des patients de plus de 86 ans ont été pris en charge en ambulatoire. Donc, c'est déjà des pratiques que vous réalisez au sein de vos structures. Dernière question sur l'éligibilité, la question des patients vivant seuls.
sont-ils éligibles à la chirurgie ambulatoire? Oui, non. Alors, nos patients vivant seuls. Donc oui, à 91%. De la même façon, alors pareil, hein, il n'y a pas de texte réglementaire, mais on se base encore une fois sur les recommandations professionnelles. SFAR 2009, il est recommandé que la présence d'un accompagnement au lieu de résidence post-opératoire soit évaluée en fonction du fameux couple acte-patient et doit être définie au préalable par les acteurs de la structure en fonction de l'organisation en place. Voilà, effectivement, ces points-là, l'idée, c'était de vous redonner ces éléments de réponse hein, quand on a des freins et que vous pouvez aussi, vous, les utiliser, vous y référer dans vos structures quand vous avez des fausses idées qu'on aurait gardées pour les critères d'éligibilité des patients. Alors, les trois dernières questions. La question 12, alors, elle est sur les continuités des soins. Le médecin traitant est-il responsable des soins au domicile des patients qui sont pris en charge en chirurgie ambulatoire? Oui ou non? Alors, non dans 90% des cas et oui dans 9% des cas. Bien entendu, c'est non à la responsabilité juridique. Ce n'est pas le médecin traitant qui est responsable juridiquement, c'est bien le chirurgien qui continue à être responsable de la continuité des soins qu'il a prodigués en termes de chirurgie ambulatoire. Alors, le médecin traitant a un vrai rôle. Ça va probablement comment dire, je cherche la table ronde suivante, voilà, qui va évoquer ces différents éléments. Le médecin traitant a un vrai rôle à jouer en chirurgie ambulatoire, notamment en pré-hospitalisation, parce qu'il connaît le mieux le patient par rapport aux conditions de vie qui peuvent être des freins au développement de la chirurgie ambulatoire. C'est lui qui connaît mieux le patient. Il peut à la fois, donc effectivement, j'allais dire, présélectionner le patient par rapport à ses conditions d'éligibilité avant l'hospitalisation et avant le rendez-vous auprès du chirurgien et de l'anesthésiste. Ça, c'est un premier élément. Et deuxièmement, il peut dédramatiser aussi auprès de son patient la chirurgie ambulatoire par rapport à des résistances qui avaient été évoquées tout à l'heure dans la salle. Donc, vraiment, le médecin traitant a un vrai rôle, j'allais dire, de dédramatisation. Et puis, effectivement, parce qu'il connaît bien les conditions de vie de ses patients, un vrai rôle par rapport à ces différents éléments. Alors, la question suivante. La remise du bulletin de sortie est-elle une obligation? Oui, non, c'est une question. Oui, alors oui, à 95%. Donc là, effectivement, on est sur bien de la chirurgie substitutive, c'est-à-dire que c'est de la substitution de l'hospitalisation complète vers l'ambulatoire. Tu peux avancer la question d'après. Effectivement, comme ça a été rappelé par Magali, là, effectivement, oui, c'est une obligation, que ce soit pour la chirurgie ambulatoire ou la chirurgie complète. Hein, il s'agit d'une obligation, notamment dans les recueils IPAX. Dernière question. Courage. J'étais allé un peu trop vite. Alors, le développement de la chirurgie ambulatoire pourrait-elle conduire
à la perte de lit conventionnelle. Ça, c'est un sujet qui est effectivement souvent rapporté. Alors, oui ou non? Alors, oui dans 86% des cas et non dans 13% des cas. Effectivement, comme je l'évoquais à l'instant, c'est une chirurgie substitutive. Donc, logiquement, c'est des transferts des patients d'hospitalisation complète vers l'ambulatoire. Donc, dès lors que les lits ne sont plus occupés, ils pourraient être soit fermés, soit redéployés vers d'autres activités, notamment là où il y a des besoins qui sont exprimés, notamment les lits de médecine ou par rapport à effectivement des problèmes d'urgence de médecine. Et vraiment, la vision qu'il faut avoir par rapport à ces éléments, c'est vraiment avoir une vision globale. C'est-à-dire que là, on est bien sur une vision stratégique. C'est pour ça qu'on dit que la chirurgie ambulatoire, il faut avoir une vision stratégique. On est bien sur une vision globale MCO, c'est-à-dire les médecines, chirurgie, éventuellement l'obstétrique, et le redéploiement des lits ou la fermeture de lits. Aujourd'hui, les services d'ophtalmologie, voire les services d'ORL, hein, tout ce qui est effectivement la chirurgie tête et cou, potentiellement parlant, puisqu'on arrive à des 80-90% de chirurgie ambulatoire. Donc, effectivement, les services avec des lits physiques présents n'ont plus de sens en tant que tel, puisque tout passe en ambulatoire. Donc, ça veut dire qu'il faut un redéploiement par rapport éventuellement vers la médecine ou vers d'autres activités par rapport à ces différents éléments. Alors, pour construire la stratégie, hein, ça avait été évoqué dans la session précédente, les taux d'occupation, les DMS, l'indicateur de performance de la DMS, le potentiel de développement, la maturité, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un lit vide coûte de l'argent, même s'il n'est pas occupé. Et effectivement, cet argent pour l'hôpital pourrait être employé à autre chose. Et par rapport à effectivement une réflexion sur des coûts de ce lit vide, il faut savoir qu'un lit, en moyenne, c'est entre 80 et 100 mètres carrés dans une structure. Et le coût annuel de fonctionnement lié au chauffage, au nettoyage, la climatisation, c'est d'environ 1 000 € le mètre par an. Donc, vous multipliez le nombre de mètres carrés par rapport effectivement à ces coûts de maintenance de ces lits et multiplié par effectivement le nombre de lits, vous arrivez effectivement à des coûts extrêmement importants et qui ne sert à rien. Donc, l'objectif, c'est vraiment de redéployer ou de fermer ces unités. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas fermer un lit en tant que tel, mais de fermer effectivement des unités qui comportent effectivement plusieurs lits. Par rapport à ces éléments d'organisation et ces éléments des arguments, je voulais simplement terminer en vous informant que la CNAM a mis à disposition un memento chirurgie ambulatoire que vous pouvez télécharger sur Visushir. Et dans ce memento, vous avez 3 parties. Une première partie, c'est toute la synthèse de la législation des recommandations, ce qu'on a évoqué cet après-midi. Une deuxième partie, c'est la revue de la littérature scientifique qui a été effectuée. Une troisième partie, c'est les questions-réponses qui ont été faites sur la chirurgie ambulatoire dans la même logique effectivement de ce qui a été dit cet après-midi. Et puis pour commenter les résultats du quiz. Ah bah, moi, je vais bien m'autoriser un commentaire. 83%, on a dépassé le cap des 80% recommandés par le Haut Conseil de la santé publique. Ça y est, on est bon, allez, on peut plier. Non. Non, je plaisante. Non, je vais pas m'autoriser à faire un commentaire sur ces résultats. Par contre, on a noté il y a eu beaucoup de réactions sur certaines questions. Est-ce que vous voulez qu'on marque un temps pour que certains d'entre vous, certains ou certaines réagissent et reviennent sur des éléments d'explication? Parce que je vois que ça discute, ça commente. Donc, c'est aussi preuve de l'intérêt de ces questions. N'hésitez pas, on peut prendre quelques instants avant de passer à la dernière séquence de cet après-midi. Vous êtes entre experts, entre collègues, entre sachants de la chirurgie ambulatoire, donc c'est aussi un moment pour partager entre vous. Merci. Merci. Juste sur les éléments notamment de l'ASPAR que vous avez lu en termes de recommandations, le problème, c'est qu'on peut s'appuyer là-dessus quand même de façon très relative, en fait, quand on est
en échange avec des praticiens et dans un travail de conviction. Pourquoi? Parce que la rédaction reste quand même relativement sibylline. Et que s'il n'y a pas une conviction ou une volonté, au final, ce qui va vous être envoyé, notamment, prenons nous, par exemple, en exercice libéral avec un cabinet d'anesthésie, ils vont nous dire oui, on est bien d'accord, mais au final, les recommandations de l'ASFAR, elles sont assez floues pour que la responsabilité en cas de problème d'un retour à domicile qui se passerait mal retombe sur nous, puisque c'est nous qui avons validé l'admission en ambulatoire. Donc c'est un élément, et je voudrais dire très souvent, en fait, ce qui va être aussi déterminant, ça va être notamment l'utilisation de Visushare, par exemple, qui est vraiment un outil de, 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 de benchmarking et de comparaison des pratiques, qui est vraiment un effet de levier très important. C'est-à-dire que quand des praticiens voient qu'effectivement, il y a un décalage important entre ce qu'ils estiment être l'excellence de leur pratique et confronté en fait à ce que font d'autres établissements équivalents. Là, on va dire que ça les titille quand même un peu d'être, quand il s'avère que telle ou telle spécialité est soit un frein, soit pas dans ce qui se fait de mieux en termes de pratique. Donc ça, c'est un élément. Et après, il y a effectivement l'échange avec les autres établissements du territoire qui, là, effectivement, animés par l'ARS ou par d'autres associations de spécialités qui sont un levier de mobilisation, mais disons que l'aspect recommandation et juridique est toujours relatif dans la discussion avec les praticiens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les deux leviers sont à effectivement mettre en action. Vous avez effectivement Visushare qui vous permet de nourrir les échanges entre pairs et effectivement de discuter entre professionnels. Et puis, vous avez quand même le levier recommandation parce que certes, ces recommandations, c'est des recommandations de bonne pratique, donc elles sont opposables. C'est-à-dire que si vous avez effectivement un contentieux, le juge va se baser, s'il n'y a pas la législation et la réglementation adéquate, il va se baser sur ces recommandations de bonne pratique pour définir finalement s'il y a eu une faute ou s'il n'y a pas eu de faute. Et je voudrais compléter par rapport à ces éléments parce qu'il y a eu des études des assureurs professionnels qui ont été faites assez récemment. Il y a eu des publications qui montrent qu'en chirurgie ambulatoire, il y a beaucoup moins de contentieux auprès des professionnels qu'en hospitalisation traditionnelle. Je pense que ça, c'est important parce que c'est lié aussi à l'organisation. On sait bien que les problématiques sont souvent liées à des problèmes d'organisation. Or, comme souvent l'organisation elle est de meilleure qualité entre guillemets en hospitalisation ambulatoire qu'en conventionnel, il y a probablement moins de risques. En tout cas, du point de vue des assureurs professionnels, il y a moins de contentieux sur l'ambulatoire que l'hospitalisation complète. Donc, ils considèrent, eux, que c'est un non-risque. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir des faisceaux d'éléments pour amener la discussion. En tous les cas, à la NAP, on est persuadé que c'est l'échange entre pairs, ce que vous avez souligné, qui sont des vrais leviers en fait, de transformation. Donc, on s'appuie sur l'outil Visushare pour trouver l'établissement qui nous ressemble un petit peu et après créer effectivement des dynamiques et des échanges entre spécialistes sur les organisations. Et puis, j'en profite, moi, j'ai appris quand on a travaillé la table ronde de ce matin, si des fois vous ne trouvez pas une réponse sur la SFAR, j'en profite, Julie. En fait, vous pouvez solliciter la SFAR sur une question précise aussi pour qu'ils vous émettent un avis. Donc, moi-même, je ne savais pas, j'ai découvert en préparant cette. Donc, je me permets de promouvoir également ces modalités-là. Mais oui, bien sûr, voilà, il n'y aura jamais une règle écrite et dictée qui s'appliquera à tous. Donc, c'est vraiment cet échange et les échanges entre pairs. C'est quand même ce qui fonctionne bien pour faire évoluer les pratiques. Oui, Thierry Labarthe, président de l'Union des médecins libéraux. Vu que la table ronde peut-être prochaine ne parlera pas forcément d'argent, je pense qu'effectivement l'impact économique de la chirurgie ambulatoire est quand même très intéressante. Vous venez de pointer un truc pour les médecins, c'est évidemment la RCP. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le gain, c'est toujours pareil, là, on parle de gain sur les établissements, mais le gain, il n'est pas palpable pour les RCP. Et je pense aux patients et aux offices de mutuelles et de complémentaires santé qui ne jouent pas le rôle non plus quand on voit les 5%, 3% annuels d'augmentation, alors qu'effectivement, il y a moins de prise en charge sur les programmes de chirurgie ambulatoire. Donc,
Alors, ce serait intéressant sur un parcours parce que est-ce que l'entrée est l'hôpital, est-ce que l'entrée est la clinique, est-ce que l'entrée c'est la maison, l'EHPAD, le foyer pour handicapés? Voilà, c'est l'endroit où le patient il est. Après, quand on parle des bons de transport, des transports, on parle des IJ. On sait que le retour à la maison plus précoce pour des gens qui sont en activité professionnelle, c'est effectivement déjà. Ils ont l'impression que c'est moins grave parce qu'ils ont été opérés en chirurgie ambulatoire, donc une meilleure reprise aussi post-chirurgie. Donc économiquement, une vraie économie positive de la chirurgie ambulatoire. Et on voit bien que, enfin, je comprends que pour les établissements, on fasse une focale sur l'intérêt évidemment économique de 3 patients par fauteuil, etc. Mais on voit bien que les retombées ne sont pas forcément équitables un peu partout, sur tout le parcours du patient en chirurgie ambulatoire. Et vous avez tout à fait raison, il faudrait avoir une vision de parcours, c'est-à-dire une vision globale. Or, c'est vrai que notre système de santé, il est cloisonné entre l'hôpital d'un côté et la ville de l'autre, avec des enveloppes qui sont votées au Parlement qui sont différentes et qui évoluent différemment. Alors, en fait, on devrait avoir une fongibilité des enveloppes, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on est sur le parcours, logiquement, on devrait avoir l'ensemble des enveloppes et on devrait identifier les parcours. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites sur la ville, la CNAM avait fait une étude il y a une vingtaine d'années parce qu'effectivement, il y avait des craintes qui étaient de dire finalement ce qui n'est pas dépensé en hospitalisation ambulatoire du fait de la durée de séjour courte était finalement externalisé en médecine de ville sous forme de plus de radiologie, plus de biologie, etc. Et en fait, l'étude avait montré l'inverse. C'est-à-dire du fait de l'organisation optimale de l'hôpital, il y avait moins de mobilisation de la médecine de ville sous forme effectivement, sous forme d'examen radiologique, d'examen biologique, etc., ou de consommation médicamenteuse qu'en hospitalisation complète. Donc on avait fait il faudrait aller jusqu'au bout du processus par rapport à cette réflexion et de dire finalement il faudrait refaire une enveloppe globale et identifier des parcours et allouer les budgets par rapport au parcours et non pas par des enveloppes qui sont aujourd'hui séparées. Je rejoins tout à fait. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a très très peu d'établissements qui ont une comptabilité analytique. C'est un fait et c'est dommage. C'est dommage.